Nous ne sommes pas des professionnels des médias, et nous ne souhaitons pas le devenir. En écoutant cette série, vous comprendrez pourquoi nous avons voulu conserver l'anonymat. Si nous vous proposons ce podcast aujourd'hui, c'est pour soutenir Camille, qui a animé un podcast pendant 10 ans avant d'être censurée. Nous avons cherché à reconstituer son récit grâce à ses archives et grâce à ses notes. Nous n'interviendrons que lorsque des éléments seront manquants et indispensables pour comprendre ce qui a pu se passer. Je précise pour ma part que je suis une comédienne qui a été recrutée pour réaliser cette introduction et que j'ignore qui est mon employeur. Bonjour, je suis Camille d'une Belle Histoire. C'est moi qui ai envoyé le mail à propos du podcast hier. Oui, c'est bien moi. Je sais toujours pas pourquoi ni qui aurait intérêt à nous envoyer toutes les archives. Sauf mon visage, bien sûr. Ah mais il m'a peut-être espionné pendant que j'étais là-bas. C'est pas de ma faute, c'est Julien qui a instauré ce doute en moi. C'est un peu troublant, je pense, de dire qu'il n'a jamais perdu confiance. Mais non, j'ai rien inventé. On y va. Maintenant, une si belle histoire, épisode 1. C'est vraiment un rêve qui m'attend. Je crois que je suis assez seule en fait. Quand tu vas avoir des problèmes, des ennuis, il y a souvent une alerte juste avant que ça ne se produise. Par exemple, une amie ou un ami ne te rappelle pas, tu n'as plus de nouvelles d'elle ou de lui, et c'est le premier signal. Plus tard, tu apprendras qu'elle ou il est tombé malade, ou bien vient de perdre quelqu'un qui lui est cher. Mais pour l'instant, tu n'en sais rien. Tu ne sais pas comment te rendre attentif ou attentive à ce genre de signaux. Je crois que c'est exactement ce qui m'est arrivé. Et c'est pire que ça. J'ai cru que ce qui allait m'arriver, ça allait être bien. Oui, c'est ça le pire. Car c'est exactement l'inverse qui s'est produit. J'ai toujours aimé raconter la vie des autres. C'est la raison pour laquelle, si tu ne me connais pas, tu pourras écouter les 512 épisodes de mon podcast. Une belle histoire. Chacun d'entre eux parle de la vie d'une personne lambda, que tu pourrais croiser dans la rue. J'ai toujours aimé cela. Raconter la vie des autres, les écouter. Peut-être pour mieux m'effacer. Ce que tu t'apprêtes à écouter aujourd'hui, ce n'est pas le 513e épisode de mon podcast. Ce n'est pas la suite logique d'une belle histoire, une série qui aurait pu ne jamais s'arrêter. C'est plutôt l'histoire d'une histoire. Tu en sauras plus bientôt. Une dernière chose. Contrairement à ce que j'ai toujours fait, je vais essayer d'intégrer aussi le récit de choses qui sont en train de m'arriver pendant que je réalise ce podcast. C'est important que tu sois au courant de cela aussi. Un mensonge, c'est quand on n'a pas la possibilité de dire les choses réellement, de dire la vérité. Pour moi, c'est pas forcément négatif. Ça peut être pour ajouter du fun à une histoire ou... Ça évite de te confronter à toi-même, à tes doutes, à tes peurs, à ce qui te terrifie le plus, ce qui en fait te rend le plus fragile. Pour pimenter un peu ta vie ou... Mais un vrai mensonge, c'est quelque chose avec un rapport personnel. Pour être honnête, je ne sais pas si je pourrais aller jusqu'au bout, car j'ai décidé de briser certaines règles. La première consiste précisément à vouloir arrêter ce podcast qui a tant de succès. J'ai l'impression que tu refuses de comprendre ma décision, en fait. Bah non, ça je comprends pas ta décision, c'est sûr. Franchement, le podcast marche super bien. T'as jamais eu autant de gens qui t'écoutent, tu t'es fait un nom, t'as des articles de presse partout, on a des likes de partout. Qu'est-ce qu'ils vont dire nos annonceurs ? Franchement, c'est débile. Excuse-moi, c'est... Je sais pas, je me sens plus capable de le faire, c'est tout. Mais tu crois que t'es toute seule à faire ce podcast ?
Si tu t'en vas là, faire autre chose, qu'est-ce qu'on va devenir toute l'équipe autour de toi? Non mais t'es sérieuse là? C'est quoi ce chantage affectif? Bien sûr que je me rends compte qu'il y a une équipe. Ce que j'essaie de te dire, c'est que j'essaye de faire mon travail correctement et que je ne me sens plus capable de le faire bien là. Bon, enfin ça va. Tu dois écouter les gens et poser des questions. Tu veux qu'on échange de boulot? Tu veux que je me mette derrière le micro? C'est ce que tu penses? Bah franchement. Que je fais juste. Je me contente d'écouter les gens et que c'est rien du tout. Bah si tu veux on échange. Ah mais. C'est absurde, ta proposition est absurde. Ça fait 512 épisodes que tu penses que je suis juste un pied de micro quoi en fait. T'as trouvé autre chose? C'est ça? On t'a proposé autre chose? Mais qu'est-ce que tu racontes? Pas du tout. Tu saoules. Non, je n'avais rien trouvé de plus sympa. Mais je ne savais plus écouter. Je m'en rendais bien compte. C'est un phénomène difficile à expliquer. C'est comme si j'avais écouté trop d'histoires. Ensuite, il y a eu cet épisode où j'ai craqué en enregistrant un témoin très émotif. Il me racontait qu'il avait perdu son chat dans des circonstances dramatiques alors qu'il prenait le train. À la gare du Nord, à Paris, le chat s'était échappé de la cage et il s'était enfui sur les quais. Mon interviewé avait couru après lui et l'avait vu descendre sous le train que lui-même devait prendre. Paniqué, il avait réussi à trouver un contrôleur sur le quai et il lui avait expliqué la situation. Bien sûr, il voulait qu'on retrouve son chat. Mais le contrôleur lui avait répondu qu'on ne pouvait pas retarder le train et qu'il allait démarrer. Vous devinez la suite? Mon interviewé avait vu son chat se faire écraser devant ses yeux. Tout ça pour qu'un train ne perde pas 2 ou 3 minutes au départ. Je n'avais même pas pu écouter la suite de son histoire. Et j'avais quitté le studio. Aujourd'hui, à 12h23. Oui, Camille, c'est Isa. Qu'est-ce qui vient de se passer là? Non mais franchement, bon, rappelle-moi. Je crois que j'avais repensé à tous les chats que j'avais perdus enfant moi-même. Quand j'étais petite, j'habitais dans une gare. Et nos chats n'arrivaient pas non plus à s'habituer à la vitesse des nouveaux trains. Écoute, franchement, je sais pas ce qui m'a pris. Non mais Camille, mais ça... Sérieusement quoi. Franchement, le gars, il était tout seul dans le studio, à moitié en larmes. Il est en train de te raconter comment son chat est mort, écrasé par un train, et tu pars en courant. J'ai été... dépassée par le truc, quoi. Bon bah, t'éviteras de recommencer. Bon allez, viens, je t'invite à déjeuner. Depuis toute petite, je souffre d'hyper-empathie. Je me mets trop à la place des autres. Et je passe mon temps à essayer de savoir ce qu'ils éprouvent, ce qu'ils pensent. Je regarde les gens et j'imagine ce qu'ils sont et ce qu'ils ressentent. Rien qu'en regardant leur visage, la crispation de leurs mains ou les accents de leur voix. Et ça m'épuise en fait. À force de penser aux autres, j'ai fini par m'oublier moi-même et par ne plus savoir ce que je désirais vraiment. J'ai perdu le sens de tout ce que je faisais. Je supporte plus les histoires des gens. Tout ça, c'est trop violent pour moi, je peux plus quoi. H24, j'écoute les histoires des autres et ça fait du bruit dans ma tête, j'ai besoin de silence. Je veux plus lire, je veux plus aller au cinéma, je veux plus écouter rien, je veux plus d'histoire. Ça, j'en étais convaincue. J'ai plus envie d'écouter, j'ai plus envie des histoires, tu comprends? D'accord, mais jusqu'à présent, t'as bien réussi à te protéger. T'as toujours été à la bonne distance avec les gens. Bah, visiblement, non. Bah si, je te le dis. Franchement... Ça faisait plus de 10 ans qu'on travaillait ensemble avec Isa. Et elle ne supportait pas l'idée d'arrêter le podcast. Je crois qu'elle n'arrivait pas à s'imaginer faire autre chose. Oui, mais qu'est-ce qui va se passer, là, pour chacun d'entre nous? Si tu t'arrêtes... Tu peux pas faire porter cette responsabilité sur mes épaules. Ce que j'essaie de te dire, c'est que je n'y arrive plus. J'arrive plus à faire ça. Le pire, c'est que moi non plus, je n'avais aucun projet. Mais ça va, tu dois juste écouter les gens. Mais certains jours, je pensais que j'étais complètement folle de vouloir arrêter. Écouter et poser des questions. Si tu veux, tu peux faire un break, mais enfin, tout remettre en question pour ça. Faut que j'y retourne.
Quelques jours après l'incident du chat de la gare du Nord, j'avais reçu un WeTransfer depuis une adresse mail que je ne connaissais pas, avec plein d'extraits d'émissions de télé d'il y a quelques années. Il y avait un court message. Ouvrez les guillemets, histoire de Julien. SVP raconte ce qui s'est passé, sinon il va revenir et tout va recommencer. Fermez les guillemets. Et c'était signé un amateur de roller sur descente. Là-dessus, j'ouvre et je tombe sur plein d'extraits d'émissions de télé d'il y a quelques années, dans lesquelles un dénommé Julien racontait son histoire. Moi, je n'en avais vu aucune. J'étais trop jeune. Enfin, jusqu'au moment où... Mais ça, c'est trop tôt. Je vais pas te le raconter déjà. C'était quand même une sacrée coïncidence. Mais l'occasion m'a semblé trop belle. Ce que tu vas écouter maintenant, dans cet épisode 1, ce n'est pas une interview que j'ai faite. Non. Ce sont les premiers éléments de notre enquête. Les extraits d'interviews et d'émissions de télé où Julien a été invité. Extrait TV 1. Ah oui, là, il est en train de faire ce qu'on appelle du reverse rolling plank. C'est un exercice assez simple, hein. Il faut se mettre en appui sur ses omoplates, ramener les talons aux fesses. On a les rollers aux pieds, hein. Attention, je précise. Extrait TV 2. Ce matin-là, il fait beau. Le ciel est bleu. Julien sort de chez lui. Comme chaque matin, il prend son vélo pour aller travailler. Il roule tranquillement en pensant à la journée qui commence. Et là, sa vie bascule. Il ne voit pas la voiture qui arrive sur sa gauche. La voiture le percute. Julien est projeté sur la chaussée. Pourquoi ? On ne le saura jamais. Mais comme le dit si bien Julien, un vélo contre une voiture, il ne gagne pas. Extrait TV3. Nous réalisons une infographie et nous lui montrons ces images. Il les voit pour la première fois. J'ai senti comme un choc, et après je me suis retrouvé dans les airs. C'est un moment bizarre, comme une suspension du temps. J'ai l'impression qu'il n'y avait plus de bruit, par exemple. C'est comme si ça avait duré une éternité. Ici, on voit le choc. On voit ensuite que vous perdez l'équilibre. Votre tête percute le trottoir. Et vous voyez, cette scène s'est déroulée en quelques secondes. Extrait TV4. Histoire courte, bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée sur France 2. Julien, vous avez 22 ans et pour vous, cette journée d'été, elle commence comme n'importe quelle journée. Vous prenez votre vélo, comme chaque matin. Le conducteur d'une voiture, un SUV, vous refuse une priorité et là, c'est l'accident. Vous êtes conduit à l'hôpital, vous êtes en 1000 morceaux. Vous êtes dans le coma et ça va durer 2 ans. Mais il y a une particularité dans votre histoire. Vous allez reprendre conscience et il y a un hic. Oui. Le hic, c'est que je suis sur mon lit d'hôpital. Mon corps est en vrac, je vois tout et j'entends tout. Mais je ne peux pas bouger et je ne peux pas parler. Je suis paralysé. Je ne le sais pas encore, mais j'ai plus d'une 15aine de fractures. Bassin, poumon, rate, mâchoire, jambes, bras, tout. Plus un traumatisme crânien, bien sûr, parce que ça a tapé très fort au niveau de la tête. Je le sais pas, mais je suis entre la vie et la mort, et mon pronostic vital est engagé. Je suis comme dans un mauvais rêve. Et ça va durer comme ça, pendant 2 ans. Oui, 2 ans. Je suis là, immobile sur ce lit d'hôpital pendant 2 ans. Et je suis conscient de tout, mais je peux pas interagir. Je veux parler, mais il n'y a rien qui sort. Et les journées se passent toutes de la même façon. Si vous voulez, c'est un peu comme observer un décor dans lequel on peut pas entrer. Je sais pas si vous réalisez, je peux pas bouger le petit doigt. Ni faire un mouvement avec la paupière pour me faire comprendre, et je peux pas communiquer. Rien. Alors, c'est quelque chose d'horrible, mais je me dis que ça va revenir. Et que chaque partie de mon corps va se réveiller. Je me dis que c'est normal. Mais non, en fait, il n'y a aucune évolution. Qu'est-ce qui est le plus dur ? Ce qui est le plus dur, c'est que comme les autres pensent que j'entends rien, ils parlent de moi comme si j'étais pas là. Et ils me traitent comme un objet, et ça, c'est dur. Mais ce qui va être le plus horrible, c'est qu'au fil des mois, je vais me rendre compte qu'en plus, ils envisagent de me débrancher. Et s'ils me débranchent, ça veut dire que je vais mourir. Ce qui est dur, en plus... je sais pas à quoi je ressemble à ce moment-là. Est-ce que j'ai encore un visage, des yeux, une bouche ? J'ai l'impression que mon visage est vide. C'est comme si j'étais devenu un monstre ou quelqu'un qu'on cache. Est-ce que je suis devenu Elephant Man ou Quasimodo ou une espèce de zombie ? Je sais pas. Extrait TV 5.
Et là, je crois que c'est le matin, parce que c'est la lumière du matin, et j'entends que ça discute autour... j'entends que ça discute de moi, de mon état. Je me souviens très bien avoir entendu quelqu'un dire que j'allais rester comme ça, que c'était le plus probable. Et je me dis, quoi ? Quoi, je vais rester comme ça ? Est-ce que j'ai mal entendu ? Ça veut dire quoi, rester comme ça ? Ça veut dire que je vais plus pouvoir marcher, bouger les bras ? Ça veut dire que je vais plus pouvoir parler ? Non mais là c'est pas possible, non je vais pas rester comme ça. Là je me dis, je vais revenir. Je vais me battre. Je vais reparler, je vais remarcher. Je vais te prouver que tu as tort, putain, j'ai 22 ans quand même, ma vie peut pas être derrière moi. Et peu à peu mon état d'esprit change. Et là je prends conscience que la vie est magnifique, même si je suis sur un lit. Et que je peux ni parler, ni bouger, ni faire quoi que ce soit d'ailleurs. Et étrangement, ce moment devient un des moments les plus heureux de ma vie. Et là, je dialogue avec moi-même comme jamais. Ouais, quelque part, j'aurais pu ne jamais naître. Et là, je suis vivant. Voilà, tu viens d'entendre Julien. Il y a quelques années, ce jeune homme a obtenu son quart d'heure de célébrité en témoignant dans plusieurs médias, comme tu viens de l'écouter. Il se présente comme le rescapé d'un très grave accident de vélo. Il raconte sa vie et son parcours est marqué par la résilience. Julien crève l'écran. Il est télégénique en diable. Son énergie et sa combativité en font un héros pour plateau télé. Extrait TV6. Et là, c'est la surprise. Julien déjoue tous les pronostics. Contre toute attente, il se réveille. C'est un miracle. Pendant plusieurs jours, Julien se sent grisé. Mais très vite, l'impatience. Il veut parler, il veut remarcher, il veut courir, travailler. Et ça ne va pas assez vite pour ce jeune homme qu'on pourrait qualifier de héros. Il va lui falloir du temps pour accepter que ce corps ne fonctionne plus comme avant et apprendre à se reconstruire. 2 ans précisément. 2 ans d'exercice avant de se tenir debout et de s'imaginer un avenir. Quand je suis sorti de l'hôpital, à la dernière séance de rééducation, j'ai regardé vers le ciel. Je suis pas croyant, mais là, vraiment, je me suis dit, ok, c'est pas pour maintenant. Je me souviens très bien de ce médecin et de ce qu'il a dit. Ce mec ne remarchera jamais. Allô, oui. Oui, c'est moi. J'ai pas trop le temps de discuter là, je suis au montage. T'as changé d'avis ? Non. Non, j'ai pas changé d'avis. On est une équipe, Camille. Écoute, ça fait 10 ans que je fais ça, je te l'ai dit, j'arrête, c'est réfléchi. C'est peut-être la fatigue qui parle, là. Oui, je suis fatiguée, j'ai pris 5 jours de vacances en 10 ans, j'ai jamais de week-end. Moi aussi. Mais c'est le prix de l'exigence, non ? Et c'est grâce à cette exigence qu'on a pu en arriver là. Oui, je sais. Et c'est aussi par exigence que quand tu refuses un interview que je propose, on se dit que c'est pour le bien du podcast. Sauf que tu vois, quand tu fais ça, en fait, moi, quand tu fais ça quasiment à chaque fois, derrière, à chaque fois, je dois trouver un autre invité ou une autre invitée, tu comprends ? Et en fait, ça prend la place d'autres choses dans ma vie. Des choses comme le sommeil, le repos, les vacances, tu vois ? Ces trucs-là, non, ça te... Arrête de faire comme si t'étais toute seule dans cette équipe. De toute façon, j'ai pas le temps pour qu'on se dispute là. Je suis en train d'écouter un truc, il faut que je finisse le... Ok, on en reparle. Je te rappelle. Et il parlera plus jamais non plus, c'est fini pour lui. Et voilà. J'ai plus rien, j'ai pas de séquelles, tout du moins pas de séquelles physiques. Je me vois comme un survivant, un miraculé. Enfin, je dis que j'ai pas de séquelles, mais bon, j'ai quand même des plaques partout. 14 plaques au total. Dans les jambes, dans les bras, dans la mâchoire. Et celles dans la mâchoire, je les sens d'ailleurs. Et à l'arrivée, j'ai subi 45 interventions chirurgicales, 32 dans les jours qui ont suivi l'accident et 13 après. Bon, en principe, là, maintenant, je suis tranquille. Si les plaques tiennent, c'est bon. Grâce à Julien, à sa présence, à son sourire, il devient possible de parler dans les médias des blessés graves, sujet ô combien tabou, en prime time. De les montrer sans effrayer les téléspectateurs. Il est vrai que Julien a, semble-t-il, complètement récupéré de son accident. Ce n'est pas comme s'il était encore muet et paralysé dans un lit ou défiguré. Julien n'a plus aucun stigmate. Tout le monde peut s'identifier à lui.
Extrait TV 7. C'est comme si on te donne une autre vie. T'as cramé la première et t'en as une deuxième. Aujourd'hui, je peux dire que j'ai 2 dates de naissance. Le 3 avril 1982 et le 4 mai 2006. C'est le jour de sortie de l'hôpital. Bon, Camille, j'ai une idée pour le dernier épisode. Puisqu'il faut bien faire un dernier. Je te propose qu'on fasse un best-of. On sélectionne les meilleurs moments et on fait une dernière émission. Attends, un best-of de toutes les histoires ? Bah, pas de toutes, mais on en choisit quelques-unes, on les monte et puis on offre ça. Mais Isa, pas ça, c'est hyper glauque, c'est pas un catalogue, c'est pas une messe funéraire. Non, un best-of, on n'est pas chez McDo, et puis comment tu veux choisir les meilleurs moments ? Ça veut dire, en gros, tu hiérarchises les histoires. Mais ça n'a aucun sens. Et puis... Non, mais il y en a bien une dizaine qui ont marqué plus que les autres, ah oui, ça d'accord, c'est sûr. Donc, en fait, c'est celles qui ont fait le plus de vues, quoi, c'est ça ? Mais pas forcément, c'est celles dont les gens parlent encore. Non, mais de toute façon, j'ai pas envie qu'on réécoute tout ça. Je te dis, j'ai pas envie d'écouter encore des histoires, et surtout pas les histoires des autres. Tu sais ce dont j'ai envie là en ce moment ? Franchement, c'est d'une retraite au monastère des Sœurs du Silence. Ou alors, qu'on fasse vraiment autre chose. Et le projet que je te propose avec Julien, c'est autre chose, c'est nous qui menons l'enquête. Mais justement, c'est autre chose. Les gens vont rien comprendre. Tu tournais pas un podcast d'investigation, là tu proposes de faire un truc, un hors-série en plusieurs épisodes où tu mènes une enquête. Ça n'a rien à voir avec une si belle histoire. Mais on a un public qui nous est fidèle, ils vont nous suivre. Au contraire, ils seront contents de sortir des sentiers battus. Ils seront contents eux aussi de sortir des petites histoires individuelles. Mais ce n'est pas ce qu'on fait. Extrait TV 8. En VHS et DVD. Un matin, tu prends ton vélo pour aller bosser, comme chaque matin. Tu connais le trajet par cœur. À la limite, il y a peut-être le temps qui change, là, la lumière, enfin des détails, quoi. Et tu peux pas savoir que ça sera pas comme d'habitude. C'est peut-être la dernière fois que tu montes sur ton vélo. T'es pas conscient de ça, bien sûr. Sinon, tu ferais davantage attention à ce qu'il y a autour de toi. Julien devient si populaire dans ces années-là que l'association des accidentés du vélo lui demande d'être son ambassadeur pour plusieurs manifestations. Extrait TV 9. Moi, je vois un peu les voitures comme des crocodiles, qui se jettent sur leur proie, qui les dévorent. Donc être porte-parole pour l'assaut, pour moi, c'est sensibiliser aux dangers qui menacent les cyclistes. Et si mon histoire peut servir à faire réfléchir les automobilistes, c'est que du plus pour moi. Adepte des exploits sportifs, il devient aussi un champion de roller sur descente, qui brave tous les dangers. L'accident semble bien loin. Extrait TV 10. Julien pratique plusieurs sports au niveau semi-professionnel, comme le parapente ou le skateboard. Mais aujourd'hui, Julien va nous présenter son premier amour, la discipline dans laquelle il excelle et dont il est devenu récemment le numéro 1 mondial, le roller sur descente. Ce qui est important pour commencer, c'est d'avoir un espace plutôt large. Il faut bien s'échauffer. Il faut bien avoir évidemment les genouillères, évidemment les protections. Et puis, ce que je conseille moi à tout le monde, en tout cas dans les cours que je donne, c'est de commencer par du gainage. Donc je rappelle aux téléspectateurs qui nous regardent que le roller sur descente, donc récemment mis à l'honneur dans le film Riders de Stephen Dorff, c'est un sport dans lequel les descentes vont à plus de 100 km/h. Ma vie va jusqu'à 100 km/h. Je suis un roller de descente tout le temps, quoi. Donc Julien, vous préparez actuellement le World Skate Game, les Jeux Olympiques des sports urbains. Oui. Et il faut que je continue à m'entraîner. Et si on m'avait dit ça, tu vas participer à ce type de compète quand j'étais allongé sur le lit, j'aurais dit, mais vous êtes complètement cinglé. Et ça, de réaliser ça, c'est beaucoup d'émotions. Extrait TV 11. Ils sont plus de 200 spectateurs à être venus voir Ryder en avant-première. Alors Stephen Dorff n'est pas là, mais celui qui l'a doublé pour les cascades, lui, est bien présent. On ne voit que lui. Julien est la vedette de cette avant-première. Il répond à toutes les questions sur le film qui a enthousiasmé tous les fans du roller sur descente. J'étais déjà un fan de Stephen Dorff. Et là, pour la séquence de course-poursuite du film, il fallait un meilleur niveau que le sien. Et apparemment, il a parlé à la production. Il a parlé de moi et c'est comme ça qu'ils m'ont contacté. Et voilà, ça a été mon premier tournage pour le cinéma. Bon, Stephen a essayé de me suivre, mais il n'a pas réussi. Pourtant, je lui ai prêté mes rollers, Ils étaient bien mieux que les siens. Et il a fait des progrès avec moi, Mais pas assez pour être crédible dans la course-poursuite quand même. Mais c'est un combattant, un vrai combattant, comme moi. Bon, Stephen, je te salue.
sont excellents. Ils sont dangereux. Et je les veux. Si ça ne vous dérange Ah pas, oui, je c'est moi, préfère hein. l'attraper moi-même. Sauf mon visage, bien sûr. J'ai hâte de le revoir. Ouais, il m'a invité l'été prochain, il a une maison sur l'île Moustique, aux Caraïbes. Oui, vous savez, l'île Moustique, c'est là où tous les milliardaires ont leur résidence de vacances. Il y a même Mick Jagger qui a une maison. Donc voilà, l'été prochain, c'est moi qui serai l'invité. C'est vraiment un rêve qui m'attend. Sauf que, voilà, je suis désolée de te le révéler, mais Julien n'a jamais gagné le World Skate Games. En fait, il n'y a jamais participé. Il n'a jamais fait de roller sur descente. Et je sais aujourd'hui que Julien n'a jamais eu d'accident de vélo. Il n'a jamais perdu l'usage de ses bras, ni de ses jambes, ni de la parole. Oui, tout ce que tu viens d'entendre est faux. Julien n'a jamais vécu les événements qu'il vient de relater. Ça veut dire que tout le monde s'est fait berner. Les journalistes comme le public. Extrait TV 12. Chaque jour, je me dis, tu devrais pas être là. Et chaque jour, je me dis, tout est bonus. Tu sais, c'est pas un hasard ce qui m'est arrivé. Moi, je crois plus au hasard maintenant. Avant l'accident, j'étais complètement à côté de la plaque. Et aujourd'hui, j'en ai partout des plaques. Mais ma vie, elle avait pas de sens. Et avec l'accident maintenant, je vois. Je me pose plus de questions. Et il a fallu ça. Il a fallu cet accident. Donc cet accident, pour moi, ça a été une chance. Et puis, j'ai plus peur de la mort non plus. C'est complètement fou, non ? Il n'a rien vécu de ce qu'il raconte, mais en l'écoutant, on a vraiment l'impression inverse. Il s'est joué comme un acteur. Il semble vraiment avoir ressenti la douleur d'une victime, son parcours du combattant et la découverte de l'exploit sportif. Moi aussi, j'ai vraiment cru à son conte de fées, avant d'apprendre qu'il avait dupé tout le monde. Et pourquoi pas, avant de quitter la scène, d'arrêter le podcast, raconter l'histoire de Julien. Enfin, pas celle qu'il aurait voulu qu'on raconte, non. La vraie histoire. Son histoire. Et ça serait mon dernier podcast. Extrait TV 13. Un jour, j'ai un meeting avec le chef des médecins et il me dit « Il faut que je te dise quelque chose. Tu es la première personne qui se rétablit aussi vite de ce type d'accident. » Ouais, quand on me dit ça, moi j'ai des étoiles dans les yeux. J'ai l'impression d'avoir une médaille. Et là, je sais que j'ai prouvé à certains qu'ils avaient eu tort de ne pas croire en moi. Je sais pas comment des médecins peuvent être aussi sûrs d'eux-mêmes, affirmer tout le temps quelque chose alors qu'ils se trompent. Vous savez, il y en a qui doutent jamais. Je veux pas généraliser, la plupart des médecins m'ont aidé à redevenir celui que j'étais, mais les autres, je peux pas les oublier non plus. À la limite, je peux comprendre que tu veuilles tout arrêter. Mais si tu quittes le podcast, tu peux pas le faire en racontant l'histoire d'un type qui a menti. Mais pourquoi ? Je comprends pas. Mais ça veut dire quoi ? Tu cherches à prouver quoi ? C'est une manière de décrédibiliser tout ce qu'on a fait jusque-là. En fait, tu voudrais que tout le monde se demande si toutes les autres histoires qu'on a racontées sont bien réelles. Est-ce que c'est vraiment ça le message que tu veux faire passer ? Non, pas du tout. Au contraire, pour moi, c'est juste une manière de faire en sorte que les gens se posent des questions. Tu vois, qu'ils arrêtent d'avaler béatement tout ce qu'on leur sert. Je veux dire, si ce type a menti et qu'il y a autant de gens qui l'ont cru, alors ça veut dire quelque chose sur notre crédibilité, non ? Enfin, notre responsabilité, à nous qui écoutons. Oui, d'accord Camille, mais tu sais que les gens qui écoutent le podcast, ils disent que ça les soigne, que ça leur fait autant de bien, au moins que les médicaments qu'ils sont obligés de prendre quand ils sont malades. Oui, je sais, enfin bon. On a donné la parole à plein de gens, à qui il est arrivé des choses gaies, des choses tristes, et chacun te raconte son ressenti, ce qui lui arrive, voilà, et toi, à chaque fois, t'arrives à faire en sorte que ce soit lumineux, même quand c'est tragique. Parce que tu sais faire ça, t'as un don pour ça, Camille. C'est pour ça que vraiment, là, ton opération main propre, ça n'a pas de sens. Non mais Isa, c'est mon intuition qu'il faut finir avec ça. Je sais pas, je sens qu'on doit la faire, cette série. Je te jure, c'est une étape, c'est nécessaire. Oui, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire plus rien n'est réel, plus rien n'existe. Démerdez-vous avec ça. C'est vraiment ça que tu veux dire aux gens qui nous écoutent depuis 10 ans. Démerdez-vous, tout le monde ment, et après moi le déluge. Sérieusement,
On est content de t'avoir écouté durant toutes ces années, après ça, merci. Mais non, mais ça va pas fonctionner comme ça. Les gens, ils savent qu'on travaille dans le podcast avec la sincérité, l'authenticité. C'est ça l'ADN Alors du pourquoi BH. t'essayes pas au moins de lui donner la parole? Après toutes ces années, il a peut-être quelque chose à dire de son mensonge. Mais ce type, si je l'invite, il va encore raconter des bobards. T'as vu tout ce qu'il a inventé? Moi, je pense que on est capable d'expliquer aux gens de façon sincère pourquoi on l'a fait cette série. J'ai aucun doute là-dessus. Mais comment tu peux en être aussi sûr? C'est pas toi qui répètes sans cesse qu'il y a de l'humanité chez chacun et qu'il faut donner la parole à tout le monde. Attends, comment tu disais déjà? Ah oui, donner la parole à cette humanité qui a été blessée. Non mais te fous pas de moi. Cette humanité blessée, je sais pas, je sais plus. Est-ce que c'est vrai tout ça qu'il faut donner la parole à tout le monde? Est-ce que c'est vrai qu'il y a de l'humanité chez chacun? J'ai pas confiance dans ce gars. Oui, mais la confiance, ça se travaille, tu le sais. Oui, et moi je supporte pas le mensonge. Voilà, ça c'est ma limite. Bon, et l'autre question, c'est comment t'as eu toutes ces infos? J'ai reçu un mail. Ouais, un mail? Un mail anonyme. C'est tout? Mais enfin, Isa, bien sûr que non, c'est pas tout, j'ai vérifié. Il y a des preuves, il y a des articles, il y a des extraits d'émissions, j'ai tout checké. C'est notoire, ce gars a menti, c'est du lourd. Je te jure que c'est une bonne histoire, on s'en souvient pas parce que c'était il y a 20 ans et qu'aujourd'hui tout le monde est amnésique, mais c'est avéré. Et attends, ce type il a menti aux associations de victimes. Vas-y, fais voir. Regarde. C'est moi qui l'ai contacté pour qu'il rejoigne l'association. J'ai tellement été touchée par son histoire que je me suis dit tout de suite que ce serait super chouette si on pouvait travailler ensemble pour sensibiliser les gens à la gravité des accidents en vélo, de tous ceux qui finissent dans le coma et qui ne se réveillent jamais. Et il a accepté tout de suite. Une fois son histoire médiatisée, Julien accepte de devenir la mascotte de l'association des victimes d'accidents de vélo. On peut encore entendre toutes celles et ceux qui ont cru à ces mensonges. Moi, je les appelle ces victimes. J'étais trop déçue quand j'ai appris qu'il avait menti. Vous savez, moi je suis vraiment restée 2 ans à l'hôpital. Donc je sais ce que c'est. Il venait tous les jours à l'assaut, il tenait même la permanence 1 jour par semaine. C'est lui qui accueillait les gens qui avaient eu un accident. Et elle aussi, il a menti quand il discutait avec eux. Aux familles, aux parents, aux enfants. On sentait qu'il était plus fort que nous tous, et ça nous portait. C'était tellement incroyable ce qu'il avait fait, sa remontada. On a même passé 2 jours à Paris parce que l'asso était invité à parler à la télé. C'était quoi alors tous ces restos où on est allés ensemble? Encore aujourd'hui, bien sûr que j'y pense. Je me demande comment c'est possible, j'arrive pas à le croire. Il y a beaucoup d'autres témoignages de membres de cette association. Tous plus abîmés les uns que les autres. Toutes ces personnes ont côtoyé Julien de près. Elles étaient comme irradiées. Elles parlaient toutes de ce moment où elles avaient appris que, en fait, Julien n'avait jamais eu d'accident de vélo, contrairement à elles. Et c'était comme si le sort s'abattait sur elles une 2e fois. Et la vie, c'est pas un long fleuve tranquille, hein. Il peut y avoir des hauts, des bas, plus compliqués à surmonter. Mais je vous jure, quand on y arrive, il y a une belle histoire derrière. Et ça, c'est une prise de conscience sur le monde qui nous entoure et sur la vie en général. J'ai pris conscience aussi que, pour me sentir accompli après l'accident, il fallait que je transmette, il fallait que j'aide les autres. C'est peut-être pour ça aussi que je me suis engagé dans toutes ces assauts. Raconter sa désillusion après la découverte de la vérité peut être une expérience assez traumatisante. Tu en veux à la personne qui a menti. Et tu sais que tu ne pourras plus jamais la croire. Mais ta méfiance s'étend surtout à toutes celles et ceux qui sont autour de toi. Tu te demandes si tu ne vas pas découvrir que d'autres personnes te mentent. Et tu n'écoutes plus personne de la même manière. Quand on t'a menti une fois, tu ne peux pas t'empêcher de te dire, quand tu écoutes quelqu'un te parler, et si ce que tu me disais là, à cet instant précis, devant moi, en ce moment même, si c'était un mensonge? T'auras pas l'occasion d'interviewer Julien. Quoi? Pourquoi? Il vient m'envoyer un texto. Il a su que tu préparais une émission sur lui et il s'y oppose. Il t'interdit de parler de lui et il saisira les tribunaux si tu fais référence à son histoire. Pardon?
Je suis Camille, et tu viens d'écouter l'histoire de Julien, une si belle histoire. Vous pouvez dès maintenant réagir en nous envoyant un mail ou sur nos réseaux sociaux. On promet de vous répondre si vous avez des questions, que ce soit sur le mensonge de Julien ou sur la fabrique du podcast. On fera un point sur vos réactions dans le prochain épisode. Une si belle histoire de Marine Anger et Christophe Deloux. Avec dans les rôles principaux Camille Dagen, Camille, Clémence Bûcher, Isa, Antoine Ségara, Julien. Et aussi Muriel Amat, Bilal Bachir, Vinnie Bénard, Sylvestre Bouquet, Xavier Delcourt, Mélina Fachin, Laetitia Forge d'Arc, Anaëlle Forveille, Karine Gélébart, Anna et Stella Marx-Wecker, David Martins, Cécile Mourier, Vincent Pellerin, Claire Perron, Sébastien Pierre-Jean, Philippe Piot, Laurent Podetti, Louise Schwartz, Mathieu Singuerlet, Victor Topenot, Kéliane Yousfi et Karine Zenner. Les musiques sont composées et interprétées par Marine Anger et John Caldera. Mixage, Vincent Venet. Dessin d'illustration, Sylvestre Bouquet. Une si belle histoire est une coproduction par Oui-Dire, la première de Pascal Tison, et Sonia, un monde de récits audio. Ce projet bénéficie du soutien du ministère de la Culture et de l'IDEX de l'Université de Strasbourg et de ses partenaires CNRS et INSERM dans le cadre de France 2030, Strasbourg capitale du livre UNESCO 2024. Sonia, un monde de récits audio.